Oui, on a toujours entendu des phrases bateau, oui, le foot n'est pas fait pour les femmes. Allons-y alors. Christine Pary, avec vous, nous restons sous le signe du charme et de vos footballeuses françaises qui ont rencontré les Norvégiennes. Oui, qui ont été battues 3-0. Oui, mais elles sont belles. Oui, elles sont belles. Et puis, moi, je suis un peu remontée ce soir. Je voudrais qu'arrête cette misogynie, parce que c'est complètement ridicule. On veut faire de la femme sportive un sexe symbole. On veut des Catherine Deneuve, des Baudérec et des Ursula Andress sur tous les terrains du monde. C'est clair. Que vous en avez. Ouais. Non, mais nous, les femmes, il y a certains sports qu'on n'apprécie pas, on le dit pas. Alors, pourquoi ne pas laisser jouer? Mais vous nous confondez. Mais non, mais pourquoi? Mais non, parce que les footballeuses en ont beaucoup après les journalistes. Et je crois que nous, quand même. Et finalement, elles sont terrorisées. Elles ne veulent plus voir de journalistes. Elles sont complètement terrorisées. D'ailleurs, vous allez le voir. Ça seul, les journalistes ne peuvent pas aller dans les vestiaires. Non. Eh bien, nous voulons bien voir les footballeuses. C'est fou quand même. C'est fou. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour, même si je la connais pas, mais pour ce genre de femmes qui se sont battues. Et sur le plateau, ils sont 6 contre la seule femme. Donc ça démontre aussi l'évolution qu'on a aujourd'hui dans notre football. Les pionnières ont été très importantes pour l'évolution du foot parce que elles en ont pris. Elles en ont pris plein. C'est vrai qu'à l'époque, c'était encore beaucoup plus dur, même si je le conçois pas. Mais c'était beaucoup plus dur. Quand on voit nos pays voisins comme l'Angleterre, même l'Italie, même l'Espagne, les Allemandes qui se développent et qui ont ce respect pour le sport qu'on effectue, parce qu'on se réveille tous les matins comme les garçons pour travailler et donner le meilleur de soi. Donc, je peux concevoir qu'on n'apprécie pas, mais critiquer de la sorte, nous, femmes, on le fait pas. Ça change, mais il y a encore beaucoup à faire. De génération en génération. Bon, on se doit de continuer à se battre pour les suivantes et c'est ce qu'on est en train de faire, tout simplement. On a dit que pour venir à Barcelone, le transfert a été de 5 milliards de centimes en francs. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop? Eh oui, c'est beaucoup. Mais si on me demande combien vaut Maradona, je pense que je ne vaux pas 5 milliards, mais beaucoup plus. Moi, je me rappelle quand Karim, Benzema, il a été vendu à Madrid, il a été vendu 35 millions. Aujourd'hui, je pense qu'il serait vendu peut-être 150, 200. On voit qu'en à peine 10 ans, les chiffres, ils ont doublé, voire triplé. Mais les joueurs, ils sont pas, entre guillemets, responsables de ça. Sur ce côté-là, c'est 2 mondes différents aussi avec les féminines parce que c'est tout récent. On commence à entendre des transferts, des prêts avec option d'achat, etc. C'est tout récent. En 2011, on n'avait même pas nos noms sur les maillots en championnat. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, un club fonctionne avec des droits TV. Un club fonctionne avec les ventes de tickets, de maillots, donc les sponsors. Aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir revendiquer des sommes qui sont impossibles pour les clubs à donner. Et puis, à la 60e, le but de la victoire. Sur un franc coup de pied de Sonia Bombastor, Wendy Renard s'élève plus haut que les autres et marque de la tête. Elles ont gagné moins de Coupes de France que de titres nationaux. Les footballeuses de l'OL n'ont donc pas boudé leur plaisir d'avoir reconquis cette coupe que le PSG leur avait soufflé l'an passé. La même magerie avec le deuxième poteau, c'est bien fait. Et l'ouverture du score pour l'équipe de France. Le deuxième poteau, c'est directement dans les filets. Le secret pour rester au plus haut niveau, c'est le travail. Moi, je me lève le matin, je fais ce que j'aime, ce que j'ai toujours rêvé de faire depuis toute petite. Donc, voilà, tout le temps que j'aurai cette force-là, cette mentalité-là, et que le physique, bien sûr, suit, je continuerai. Oui, il y a des moments où, forcément, on loupe des choses en famille, mais après, ça fait partie du job et on l'accepte.
Le but, c'est de continuer à inscrire son nom au plus haut niveau et dans l'histoire du football. Qu'on a eu cette opportunité de pouvoir remporter ce premier titre. Malheureusement, on est passé à côté. Je suis passé à côté, mais j'ai vu aussi des grands joueurs pendant des années travailler, pleurer après chaque compétition internationale et qui ont réussi à débloquer leur palmarès sur le tard. Donc, il faut continuer à travailler, y croire. Et puis, après, le jour viendra ou il viendra pas. Mais en tout cas, c'est toujours une fierté de représenter son pays parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'on a fait ce qu'il fallait pour leur donner une chance de devenir un peu comme les garçons, c'est-à-dire de vraies stars, d'avoir une vraie équipe, un vrai engouement avec le public, et puis surtout d'avoir un projet. Le projet, c'était de devenir la meilleure équipe de France, mais surtout de devenir la meilleure équipe d'Europe. Ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est respect, ça, c'est jusqu'à ma mort, il aura mon respect, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Il y a aussi d'autres. Parce que Farid Benstiti, le premier coach qui a cru en moi, il aurait dit non, je ne serais pas là non plus. Mais en tout cas, le président là, s'il a été un visionnaire, bien sûr, il y en a beaucoup qui parlent, qui disent oui, c'est intéressant le foot féminin. Mais lui, il a investi. Il a mis les moyens pour qu'on puisse s'entraîner au quotidien. Et au fur et à mesure des années, je pense qu'aujourd'hui, il est très fier de sa section. En tout cas, je pense qu'on est un club phare. On a un club qui a marqué et qui marque encore l'histoire du football. Maintenant, voilà, il y a forcément de la concurrence. C'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on apprécie. Donc, je pense qu'à vie, on aura le nom de l'OL gravé sur les différents trophées. Ouh là là. En remontant la route nationale 2, tout à fait vers le nord, le long de la côte Caraïbe, on arrive au bourg du Prêcheur. Son nom vient d'un ancien îlet aujourd'hui disparu qui avait la forme, paraît-il, d'un prédicateur en chair. C'est la dernière commune au nord-ouest de la Martinique. La route cependant se poursuit au nord, au milieu d'une forêt tropicale, jusqu'à l'Anse-Céron et l'Anse-Couleuvre. Elle s'étend sur près de 3000 hectares et compte officiellement un peu plus de 2200 habitants. Voilà, c'est là où j'ai grandi, c'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai dit mes premiers mots, j'ai frappé mes premiers ballons, j'ai reçu une éducation. C'est là où tout est parti. Donc, effectivement, c'est la dernière commune dans le Nord Caraïbe. Et une fois qu'on arrive au Prêcheur, il faut faire demi-tour. Donc, fier de ma commune et fier de savoir d'où je viens. Quand on est enfant et qu'on n'a pas connu ailleurs, on ne sait pas si ailleurs est mieux que ce qu'on a. En tout cas, on fait avec les moyens qu'on a. On fait avec les valeurs que nos parents ils nous inculquent. Après, c'est sûr que quand on grandit, j'ai eu cette opportunité de pouvoir venir ici en métropole et qu'on discute aussi avec d'autres personnes et des enfants du même âge. On peut se dire, oui, peut-être qu'ailleurs était mieux que chez nous. À partir du moment où j'ai l'opportunité, je descends parce que j'ai besoin du soleil. Et le soleil, le vrai soleil, je le trouve chez moi en Martinique, voilà. Nous l'avons aussi, notre fête des pères, nous, dont le lot est de souffrir en silence, seuls, sans soins et sans réconfort, dans de mornes salles d'attente. Nous qui inlassablement dosons des biberons pendant des mois. Nous qui, en dépit du dur labeur quotidien, entreprenons dès leur plus jeune âge et à toute heure l'éducation de nos enfants envers et contre tout. Nous qui savons sacrifier nos soirées pour nous dédier à la culture de leurs jeunes intelligences. Nous qui savons supporter dans la joie le fracas de leur divertissement. Nous l'avons enfin, notre fête. Ah, mon papa, il est parti tôt, mais je pense que j'avais 8 ans et j'ai pu partager aussi beaucoup de choses avec lui. Et malheureusement, c'est vrai j'aurais préféré qu'il soit à mes côtés aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, l'héritage, il
Il est plus que beau et je pense que, je suis sûre, il est fier de ses enfants et forcément il est fier de moi. Donc en plus j'étais la dernière, donc ouais, j'étais tout le temps avec lui. Je pense qu'il devait avoir marre de moi. Je rigole, mais non, voilà, c'est comme ça. J'étais vraiment proche de mon papa et c'est pour ça qu'après le décès, il y a des gens de mon entourage, même extérieur, qui pensaient que j'allais un peu dériver parce que c'était mon guide en fait. Donc du coup, on perd son guide très jeune, même si à la maman, c'est compliqué. Il est toujours là, il est parmi nous là. Combien d'Antillais j'ai connus en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéens? Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient sud-américains? Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Ah, c'est un monsieur. Hein. C'est un sacré monsieur. C'est dommage. Paix à son âme, j'aurais bien aimé le rencontrer. Mais je suis beaucoup trop jeune et il est parti beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, quel héritage qu'il nous a laissé. Je pense qu'il a... Je vais pas dire révolutionner le monde noir, mais pratiquement, en tout cas, il a fait comprendre au monde noir que on était aussi important et qu'il fallait prendre des responsabilités. Donc voilà, fier d'avoir eu un monsieur comme celui-ci pour nous guider et nous emmener sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Magnifique. Hein. La première fois où j'ai été appelée en jeune et que je l'ai entendu et que je l'ai chanté, aligné avec mes coéquipières, voilà, plein de souvenirs. Le moment où je l'ai partagé avec ma famille, quand la France a gagné en France la Coupe du Monde, voir le coq aux entraînements, parce qu'on a quand même la tunique de notre pays. Donc non, beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs. Et après, il était impossible de revenir, ça allait trop vite devant. J'avais les jambes toutes dures, j'étais écroulée moralement. Bien sûr, bien les rester. Je suis écroulée, moi et le moral. Vous avez dit tout à l'heure que vous abandonniez tout, enfin c'est peut-être un petit peu exagéré. Le cyclisme, ça commence maintenant pour vous? C'est une déception? Ouais, ça commence, mais... C'est ça, de toute façon, le sport, c'est un coup de peau, c'est tout. Il faut être fort, mais il faut avoir de la chance. Oh, ça fait de la peine. Oui, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a d'autres, sur le coup, on est... ça nous passe au-dessus de la tête. Ouais, c'est l'effondrement total parce que on voit peut-être qu'on fait tant d'efforts et que ça paye pas et on se demande pourquoi moi et pourquoi pas entre guillemets les autres. Donc ouais, il y a plein d'émotions qui arrivent comme ça et de toute façon, à partir du moment qu'on n'arrive pas à maîtriser ces émotions, c'est difficile et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les sportifs de haut niveau parler de prépa mentale. Parce que il faut être capable de se conditionner à ce genre d'épreuves. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de médiatisation, il y a de plus en plus de pression. Et si on n'est pas costaud dans la tête pour ça, on peut s'effondrer tous les jours. Après, aujourd'hui, il y a les sœurs Williams. J'aime beaucoup l'histoire. Parce qu'aussi, elles partent de rien du tout. Et le père, il a tout fait. Tout fait pour limite un peu les martyriser, entre guillemets, si je peux dire, mais c'est dans le bon sens du terme, pour leur inculquer cette culture de la gagne, de dépassement de soi. Ça signifie que je suis superstitieux, mais
Je tiens tout de suite à préciser que pour moi, la superstition, c'est une science. C'est une science. Il y a des gens qui sont superstitieux, comme d'autres parlent l'anglais ou l'italien ou l'espagnol. Et je suis devenu superstitieux le jour où j'ai regardé dans un microscope. Un jour, comme ça, un camarade m'a fait regarder dans un microscope et j'ai vu dans ce microscope des choses que mes yeux ne voyaient pas. Et puis je me suis aperçu que mes oreilles n'entendaient pas tout et que l'ensemble de mes sens était limité. Alors à partir de ce moment-là, je suis devenu superstitieux parce que je me suis dit vraiment, ne pas être superstitieux, c'est une telle forme de prétention, c'est tellement croire que l'on est un être suprême. Puis la superstition permet de ramener l'homme à sa juste valeur. On va toujours ranger son sac comme ça, ses crampons comme ça. Avant un match, ben, il y en a qui vont mettre le côté gauche avant le côté droit. Enfin, il y a plein de choses et ça, c'est de la croyance. Et forcément, vu qu'on a répété ce genre de choses et qu'on voit que ça marche, bah, à la fin, ça devient de la superstition parce que on se dit, bah, si je change, peut-être que ça va mal aller aujourd'hui. Donc ouais, je partage à 70%. Je sais pas comprendre. Bernard Pivot. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? Bienvenue dans mon royaume.